Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Gaudry. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Je t'invite à te présenter librement et comme tu le souhaites aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas. Avant tout, merci de m'accueillir sur ce podcast. Donc, comment je me définirais? C'est une grande question. Je dirais que avant tout, je suis un amoureux de la nature, mais surtout de la montagne. Je pratique énormément de sport en montagne. Et les valeurs qui me caractérisent, je dirais que c'est avant tout le partage, la bienveillance, la gentillesse, le dépassement de soi. C'est une présentation qui peut être un peu différente de ce que tu as l'habitude d'entendre. Et après, en termes de métier, je suis militaire et préparateur mental. Eh bien justement, on va beaucoup parler de préparation mentale aujourd'hui. Mais avant ça, on va apprendre à te connaître un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es mis au parapente ? Alors oui, bien entendu, c'est une expérience peu courante, mais je me suis mis au parapente parce que j'ai un collègue de boulot qui m'a simplement dit « Tiens, je vends mon matos, tu veux pas me le racheter ?» Et l'aventure a démarré comme ça. Ok, on va évaluer la qualité de cet ami. C'était quoi comme matériel ? Alors, pour le coup, c'était une vieille Niviuk NK1. C'est une vieille voile en A. Ok, je connais même pas. Avec une des premières sellettes Altirando de chez Super. Et comment est-ce que tu décrirais ton évolution dans le parapente ? Eh bien, à cette époque-là, j'ai eu la chance d'avoir un autre ami qui lui pratiquait énormément, qui visait le DEGEPS. Et du coup, il m'a beaucoup accompagné là-dessus. Et après, j'ai investi beaucoup de temps personnel. J'ai vraiment geeké entre midi et deux, le soir après le boulot et tous les week-ends. Aujourd'hui, tu évolues dans les Pyrénées. D'ailleurs, tu as fait 2 fois la traversée des Pyrénées. On y reviendra peut-être à la fin, si tu as quelques conseils à donner aux pilotes qui souhaitent faire cette traversée. On va plonger dans notre sujet du jour, la préparation mentale. C'est un sujet qu'on a évoqué plusieurs fois dans ce podcast sans jamais vraiment s'étaler sur ce que c'est réellement. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots et en détail en quoi est-ce que ça consiste ? Très bien. Par exemple, une des définitions simples qu'on a déjà pu me donner en tant qu'athlète, c'est l'entraînement mental correspond à l'entraînement physique, mais pour la tête. Après, il existe différentes définitions de ce qu'est la préparation mentale, plus de l'ordre populaire qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, à une définition plutôt scientifique, notamment dans tout ce qui est recherche universitaire autour du sport. Donc pour ça, il y a une définition assez connue de Jean Fournier, qui est chercheur et qui définit que comme quoi c'est le développement de certaines habiletés mentales dans un but d'autonomie, de plaisir et de performance. Quel est le parcours type d'un préparateur mental ? Comment est-ce qu'on devient préparateur mental aujourd'hui ? Bien, en fait, le métier de préparateur mental, il n'est pas encore réglementé en France. Donc, il existe différents parcours à l'heure actuelle. Vous pouvez très bien vous faire former auprès d'écoles privées qui vont proposer différents types de courants en fait qui existent. Et à côté de cela, il y a une filière du coup plutôt universitaire avec un diplôme qui est reconnu par l'État, un diplôme universitaire de préparation mentale. Maintenant, il existe même des masters pour la suite d'un cursus STAPS, par exemple. Et du coup, c'est une filière plus universitaire, mais pour le coup, pour l'avoir vécu, j'ai trouvé ça assez complémentaire dans l'approche. C'est-à-dire c'est pas centré sur un courant de pensée, on présente différentes manières d'aborder la préparation mentale et ça peut très bien compléter par une formation dans une école privée en fait. Quel a été ton parcours à toi ? Mon parcours à moi, j'ai fait une formation dans une école qui s'appelle Focus, l'école de préparation mentale, qui était dirigée par Dr Anthony Met, docteur en psychologie du sport. Ça a duré 8 mois, en plus c'était la période Covid, c'était parfait. Ensuite, j'ai pu faire une formation en PNL, en programmation neurolinguistique à l'Institut français de programmation neurolinguistique à Paris. Et après, j'ai enchaîné avec un diplôme universitaire à Clermont-Ferrand. C'est le premier diplôme universitaire de France, il me semble. Et j'ai fait aussi une formation dans l'armée qui existait. Okay. Et donc, ton diplôme universitaire te permet d'être préparateur mental pour des sportifs ou ça peut être d'autres types de profils ?
Alors, le diplôme universitaire en préparation mentale, il s'appelle intervention et aide à la performance. Donc, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut derrière le terme performance. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut être performant dans son sommeil, par exemple. On peut être performant aussi dans la prise de parole en public pour un chef d'entreprise, pour un comédien. Donc, ça peut intervenir sur différents domaines, tels que le sport ou l'aspect professionnel ou artistique. Et toi, personnellement, tu te spécialises dans l'accompagnement des sportifs? Non, j'ai de tout, mais principalement quand même du sportif, effectivement. Benjamin, pourquoi est-ce que tu es devenu préparateur mental? C'est une excellente question. Pourquoi? Parce que j'ai fait du sport vraiment depuis tout petit. J'ai commencé par du judo avec des valeurs traditionnelles, etc. Et très vite dans le sport, j'ai pu constater des phrases telles que oh bah lui il a le mental, lui il l'a pas, etc. Et j'ai rencontré encore ces discours-là au sein de l'armée, à travers différents stages où on devait se dépasser et tout. Et au bout d'un moment, ça me taraudait de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot mental, hein, qui résumait beaucoup de choses en fait. Et donc je me suis dit, bah, il est temps d'aller voir ce qui se cache derrière. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé dans la formation. Et donc aujourd'hui, après ta formation, tu pratiques. Donc dans la pratique, dans les faits, à quoi ressemble un accompagnement? De quoi sont faites les séances et de quoi de quoi est fait le travail individuel en dehors des séances? Donc voilà, vraiment, ça consiste en quoi? Vous parlez de quoi? Vous faites quoi? Ben, on parle beaucoup de choses, effectivement. Alors, avant cela aussi, tout dépend dans quel courant de pensée on se place. Par exemple, il y a des courants de pensée tels que, je vais citer peut-être à tort, mais pour donner une idée quand même, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, l'emotional freedom training. Il existe vraiment plein de courants de pensée. Certains ont on appelle une approche directe ou rapide. Donc en fait, eux, ils vont pas forcément faire un accompagnement sur une saison, par exemple. Ils vont faire un accompagnement sur 2, 3, 4 séances, parce que l'objectif, c'est d'avoir des résultats rapidement. Donc ça correspond à l'athlète, ce qu'il a envie de vivre dans son accompagnement, qu'est-ce qu'il vient chercher en fait. L'accompagnement que moi je propose, c'est plutôt d'ordre sur un suivi sur du plus long terme. En fait, c'est vraiment en fonction de la personne. Si c'est particulier, j'y réponds. Si c'est j'ai envie de me connaître en tant que pilote, je veux définir mes objectifs, être motivé sur du long terme, etc. En fait, il n'y a pas de souci. J'accompagne aussi dans ce cadre-là. Et pour te décrire un peu comment ça se passe, imaginons que tu viennes me voir ou que Très bien. un auditeur ou une auditrice Très bien. vienne me voir. La première séance, qu'on appelle une S0, parce que c'est pas vraiment une première séance, c'est déjà se présenter l'un à l'autre, parce que c'est quand même important de créer un lien. Ensuite, c'est de définir justement le cadre dans lequel on va évoluer, de définir les raisons pour lesquelles tu viens me voir, et moi, qu'est-ce que je peux t'apporter, si ça fait bien partie du champ du domaine de la préparation mentale. Et déjà, ça fait déjà une première séance. Ensuite, on va aller sur la première et la deuxième séance, qui elles seront plutôt consacrées à toi en tant qu'individu. Où est-ce que tu as grandi, comment est-ce que tu as grandi, comment tu t'es constitué en tant qu'adulte ou préadulte ou adolescent, suivant les âges qu'on rencontre. Et c'est de définir dans quel contexte tu évolues à l'heure actuelle. Donc typiquement l'aspect familial, l'aspect professionnel, les loisirs, au niveau social, etc. Pour ne rien oublier pour la suite de l'accompagnement en fait. Ok. Et ensuite, on aborde clairement le pourquoi tu es là. Et vis-à-vis de ça, on va faire des hypothèses de travail qu'on va transformer en objectifs qu'on co-construit ensemble pour du coup après mettre en place des stratégies mentales, les expérimenter et tirer un feedback en les évaluant et du coup en les réajustant au fur et à mesure pour les optimiser. Ok, et du coup, est-ce que tu as déjà eu cette situation où un pilote ou un client de manière générale vient te voir et tu te rends compte que c'est plutôt un accompagnement d'ordre psychologique qu'il faudrait plus que de la préparation mentale? Oui, tout à fait, ça m'est déjà arrivé. Alors, moi j'ai une chance quelque part, c'est que je m'intéresse aussi au domaine de la psychologie, pas pour traiter, mais simplement pour bien définir la limite. Donc il y a une certaine symptomatologie
qui éveille une certaine alerte, enfin une certaine vigilance vis-à-vis de ça. Et donc du coup, quand ça m'est déjà arrivé, ben en fait, dans l'éthique que je m'impose, c'est de renvoyer vers justement un professionnel qui lui a ces compétences-là. Donc en fait, bah, dans ce cas-là, généralement, j'appelle un ou une collègue qui est psychologue et je lui dis qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, sans citer la personne, en gardant l'aspect confidentiel de nos échanges. Et bah, selon son retour, il me dit bah écoute, envoie-le-moi ou dis-lui de chercher peut-être dans tel domaine de psychologie, etc. Ou au contraire, bah peut-être on peut collaborer. Moi, je prends en charge une partie et toi, tu peux prendre peut-être la partie juste réservée au sport ou à autre chose. Ici, on parle de parapente, et donc spécifiquement pour le parapente, quel type de profil de pilote est-ce que tu reçois en tant que client? J'ai du mal à ne pas dire patient. Est-ce que ça parle plus à ceux qui font de la compétition, ou bien tu as aussi des pilotes de loisirs? Voilà. Quelle est vraiment la typologie de profil que tu as? Les individus que je reçois ou avec lesquels j'échange, alors pendant plusieurs années et encore actuellement, je travaille avec le pôle sport de vol libre. Ouais. Donc c'est déjà un accès plutôt sur la compétition. Néanmoins, j'ai déjà fait des interventions pour mon club, pour d'autres clubs avec la ligue, sur le domaine du stress. Donc on touche des personnes qui ne font pas forcément de la compétition, mais qui sont quand même intéressées par la dimension mentale dans leur vol. Et quelles sont les raisons, les besoins pour lesquels les pilotes te sollicitent de manière générale? Alors, ça fait lien avec la question que tu posais tout à l'heure sur est-ce qu'on vient voir forcément pour un besoin, un objectif. Je pense qu'en préparation mentale, il y a peut-être deux aspects. Il y a l'aspect de répondre à une problématique, résoudre un problème, et une autre catégorie de personnes, c'est l'optimisation de stratégies qui fonctionnent déjà, mais qui pourraient être perfectionnables. Je sais plus qu'on dit. Perfectible, qui pourrait être optimisé. Du coup. Okay. Est-ce que tu peux donner des exemples plus concrets? Oui, bien sûr, j'ai eu des gens qui venaient me voir parce qu'ils étaient stressés sur des phases de vol telles que le décollage dans le vent fort ou décoller devant un public. Et à contrario, des personnes qui volent déjà en compétition et qui sont venues me voir du coup pour peu de séances, mais c'était pour optimiser vraiment une séquence de vol, par exemple. Est-ce qu'il y a une typologie de besoin qui va avec une typologie de pilote? Par exemple, est-ce que l'âge va changer les besoins? Est-ce que le genre de la personne, donc entre les hommes et les femmes, tu vas avoir des demandes différentes? J'ai envie de dire oui, mais c'est pas aussi catégorique que ça dans la pratique. Il y a de la nuance à apporter. De mon expérience personnelle, hein, et j'en fais pas une généralisation. La plupart du temps, chez les jeunes, ça a été vraiment au pôle, tout du moins vraiment l'optimisation de la performance. Comment est-ce que je peux devenir plus rapide, je peux monter plus vite. La gestion des émotions, ça a été pas mal axé sur ça. Par exemple, avant un CIV, on va travailler plutôt sur la gestion du stress chez certains pilotes. Chez les femmes, ce que j'ai eu tendance à remarquer de ma petite expérience, c'est plutôt de l'ordre de la confiance en soi, de l'estime de soi. Comment porter un regard qui est bienveillant, qui est juste sur ses compétences, sur sa valeur. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai déjà pu rencontrer. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à un pilote, que ça soit en vol ou au sol? Est-ce que c'est une boîte à outils? Est-ce que c'est, enfin voilà, concrètement, c'est quoi que tu leur apportes? Alors concrètement, j'aime pas trop résumer la préparation mentale à une boîte à outils parce que et c'est généralement parfois ce qu'on vient un peu chercher. Il y a eu une grosse période dans les années 80 sur le développement personnel, devenez la meilleure version de vous-même, etc. Avec des praticiens qui vendaient des techniques un peu généralistes et pour faire du grand public. Moi, ce que je cherche à développer et ce qui est caractéristique chez un préparateur mental qui a une certaine éthique, c'est l'autonomie. Et dans l'autonomie, en fait, c'est savoir réutiliser des techniques ou des stratégies. Je préfère le terme stratégie parce que c'est plus large. On peut inclure effectivement des outils, des protocoles de visualisation, des choses comme ça, mais aussi savoir les mettre en place à quel moment et savoir les évaluer si elles sont pertinentes dans toutes les situations, comment se les réadapter sans avoir forcément besoin de son préparateur mental.
À la fin d'un suivi, moi j'aime bien qu'on me dise Benji, c'était génial, mais j'ai plus besoin de toi maintenant parce que j'arrive tout seul. Et quelle serait ta meilleure récompense en tant que préparateur mental? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir à voir chez les pilotes? Bah, de voir simplement qu'un pilote arrive à se débrouiller, à passer un step, à évoluer sur lui-même, et qui me disent c'était trop cool, j'ai plus besoin de toi, vraiment. Et est-ce qu'il faut, par exemple, être technicien de la thématique sur laquelle tu accompagnes tes clients? Par exemple, en parapente, bah, t'es pilote, donc ça va aller. Mais je sais pas si tu as quelqu'un qui fait de l'escalade, je sais pas si t'en fais. Voilà. Est-ce que tu peux accompagner une personne sur un domaine sur lequel tu ne connais pas grand-chose? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. C'est-à-dire que typiquement, un pilote qui est préparateur mental va peut-être poser certaines questions spécifiques, va pouvoir comprendre plus rapidement la situation, mais elle peut aussi être biaisée par sa propre expérience. C'est-à-dire de dire ah mais oui mais en fait en thermique on a peur donc tout le monde a peur alors que c'est pas vrai. Peut-être que le pilote avec lequel il construit cet accompagnement, lui n'a pas peur en thermique. Et pour autant, ça peut être biaisé comme ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas du milieu va avoir tendance à peut-être poser des questions par curiosité, peut-être passer à côté ou pas de certaines questions ou de certaines informations, mais en tout cas, va peut-être avoir ce regard neutre. Donc, du coup, ça peut être aussi avantageux de ne pas faire partie du sport ou de la pratique de l'individu. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de ce que tu constatais au début, ça veut dire, avant de devenir préparateur mental, c'est de dire ah, telle personne a le mental pour faire telle chose, telle personne n'a pas le mental pour faire telle chose. Je sais que ce n'est pas aussi binaire dans la réalité, mais globalement, qu'est-ce qui va caractériser ou voilà, faire un bon mental entre guillemets, ou au contraire un mauvais mental entre guillemets, même si je sais que ce n'est pas blanc ou noir. C'est très très compliqué de répondre à la question parce que ça dépend effectivement de la liste d'habiletés mentales qu'on a évoquée tout à l'heure. Et on va trouver, je dirais plutôt en fait la réponse, elle tient plutôt dans qu'est-ce que je veux faire en fait, donc dans la définition de l'objectif et quelles habiletés mentales j'ai besoin pour accomplir cet objectif. Donc c'est quand même être en accord avec soi-même pour justement dire là je suis bien sur de la flexibilité par exemple, ou sur de l'inhibition, ou sur de l'attention, etc. Mais par contre, je suis délétère sur la motivation, parce que j'ai pas trop envie de m'entraîner, ou j'ai pas trop envie d'aller voler, ou des choses comme ça. Et donc du coup, c'est assez... oui, effectivement, c'est pas blanc ou noir de répondre à cette question. Ok, on va peut-être essayer de graviter autour de ça. Qu'est-ce qui va faire qu'on est réceptif au travail de la préparation mentale et qu'est-ce qui va faire qu'on ne l'est pas? Qu'on évolue avec le travail de la préparation mentale. Ouais, qu'on est réceptif ou pas, c'est une question qui est vraiment liée à la personne. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir certaines personnes qui me disent j'y crois pas du tout, je viens voir par curiosité, et qui sont repartis comme ça, et d'autres qui m'ont dit ah ouais, c'est pas du tout ce que j'imaginais, et franchement c'est incroyable, j'aurais dû faire ça avant. Donc tu vois que ça Ok. tient vraiment à la personne. Ouais. Et est-ce que tu aurais un exemple, une anecdote, voilà, une histoire à raconter sur un moment clé où justement le mental a tout changé, que ça soit pour toi ou un pilote que tu accompagnes ou que tu as accompagné? Eh bien, j'ai envie de dire, dernièrement, j'ai accompagné un pilote sur la gestion des émotions, de la frustration, etc. Et je constatais que il avait des difficultés à remettre ça en place, à vraiment mettre le travail qu'on avait fait en séance, à le transposer dans le vol. Et à un moment donné, il a eu un déclic autour d'une phrase. C'était en fait, si tu veux que ça avance, c'est à toi en fait de mettre en place les choses concrètement en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a vraiment su se prendre en main et prendre en main les éléments pour justement les remettre dans son vol. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a dit ah mais en fait, la préparation mentale, c'est super simple, c'est très concret, et du coup, en fait, ça m'a changé la vie dans mon vol. Benjamin, depuis tout à l'heure, tu mentionnes le terme habileté.
J'ai l'impression qu'il est assez central dans la préparation mentale, d'autant plus que la définition qu'on retrouve dans ton mémoire pour valider ton diplôme universitaire, une partie de la définition, pour la citer, c'est la préparation mentale est un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales, psychosomatiques et cognitives, plus loin, dans l'objectif d'optimiser la performance individuelle ou collective, tout en favorisant le plaisir de la pratique et l'autonomie. Est-ce que tu peux nous définir avec des mots simples ce que c'est qu'une habileté mentale, psychosomatique ou cognitive? Oui, alors le terme habileté, je l'ai pas inventé, je l'ai tiré de la recherche. Une habileté, c'est simplement une capacité, une compétence qu'on a. Donc une compétence mentale. Donc psychosomatique, le terme, c'est simplement le lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que par exemple, si on stresse, on peut avoir la boule au ventre, on peut avoir des sudations, on peut avoir des tremblements, on peut avoir la gorge serrée. Et c'est comment on va venir intervenir sur justement ces manifestations d'ordre corporel. Et tout ce qui est d'ordre cognitif, c'est simplement, si je suis face à une situation stressante, qu'est-ce que je me dis dans la tête, quelles sont les pensées qui me viennent en tête, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour y faire face. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'habiletés? La liste d'habiletés que je peux dire, elle est non exhaustive, et c'est encore soumis à débat auprès des chercheurs. Il y en a certains qui parlent par exemple de 5 habiletés, il y en a qui en parlent de 7, 8, plutôt 12 même chez certains auteurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des fonctions cognitives de base, on a des fonctions exécutives qui sont venues plus tard dans l'évolution de l'espèce. Une liste comme ça pourrait être la flexibilité mentale, l'inhibition, la mémoire, la planification. Ça peut être la gestion des émotions, la gestion du stress, tout ce qui va être le package sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ça peut être la motivation, l'objectif, ça peut être vraiment beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et donc la préparation mentale, c'est d'agir sur ces habiletés, les perfectionner, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et est-ce que tu peux prendre, par exemple, une ou deux habiletés et nous donner des exemples de manière de travailler ces habiletés? Oui, on peut prendre par exemple l'attention ou la gestion des émotions et du stress. Typiquement, chez d'autres auteurs, ils vont parler par exemple de la pratique dissociée, associée, intégrée. Dissocier, c'est typiquement ce qu'on va faire dans les séances, c'est-à-dire que c'est hors contexte sportif, hors contexte professionnel, on évoque le sujet, et puis par exemple on va mettre en place de la respiration si l'individu estime que c'est le mieux pour répondre à son besoin. On met en place cette respiration, on l'expérimente en vis-à-vis dans la séance, puis après il va chercher à l'expérimenter dans son contexte sportif, donc typiquement là en parapente dans un vol. Et on va chercher à évaluer si elle est adaptée, si elle est utile, si elle est efficace, voire efficiente. Et puis, la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'étape intégrée. C'est-à-dire que le pilote, il se dit, j'ai fait l'exercice, on l'a peaufiné, tout ça, et du coup, ça fonctionne, j'en suis content. Et puis la dernière fois, j'étais au boulot, j'étais stressé, et puis en fait, je l'ai mis en place, et du coup, ça a aussi marché. Donc c'est aussi adapté pour mon boulot. Et puis à la maison, je me suis pris la tête avec ma chérie ou avec quelqu'un de ma famille. Et du coup, pour me calmer, j'ai fait aussi de la respiration. Et là, je m'aperçois qu'en fait, du coup, ça m'a permis de la prise de recul. Et du coup, j'ai su gérer cette situation d'une manière un peu plus adaptée. Un deuxième exemple sur, par exemple, si je prends, ça va plutôt être de l'ordre de la supposition, mais quand je vois par exemple Damien Lacaze, qui est un excellent pilote, et lui on peut s'apercevoir, d'ailleurs j'en ai fait un montage vidéo pour mes séances au pôle sur la gestion du stress, des émotions. On peut s'apercevoir qu'il y a une différence avant, après sa préparation mentale. Lui il va utiliser un dialogue du coup qui n'est pas interne mais externe parce qu'il parle à voix haute, et on peut s'apercevoir que du coup cette stratégie lui permet d'être focalisé sur la gestion de son élan thermique, la gestion des autres pilotes, sur sa stratégie de course. Donc on peut s'apercevoir de ça. Et si je prends un autre pilote comme Honorin Amar, qui lui est passionné de plongée,
Et on sait que il y a quand même pas mal d'exercices de respiration dans la plongée, l'apnée. Alors je sais pas si c'est un pratiquant d'apnée, je crois que oui, j'en suis pas sûr. Ok. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse de savoir comment ce rapport à la plongée peut du coup interagir avec le parapente. Je prends un autre exemple qui n'est pas du coup dans le parapente, c'est un grand monsieur qui s'appelle Félix Baumgartner, qui est le monsieur qui a sauté de la stratosphère. C'est le Oui. projet Red Bull Stratos. Si vous regardez le reportage, vous pouvez voir qu'à un moment, il est complètement dépassé par les émotions sur un saut parce que il y a un gros risque d'hypoxie et donc de se retrouver dans une situation qui peut le conduire à la mort, hein, typiquement. Et il va faire de la natation. Il va faire un autre sport hein, pour justement apprendre à se canaliser, apprendre à gérer ses émotions et son stress d'une autre manière. Et après, il revient dans le projet Red Bull Stratos et c'est parti. Et puis on a vu ce qu'on a vu et ce qui est incroyable. Pour ma pratique personnelle, par exemple, moi je fais du jiu-jitsu brésilien, donc c'est un sport de combat au sol. Et C'est bizarre, c'est pas un sport de montagne, ça. et non, il faut bien Comment s'occuper ça les jours de pluie. Et du coup, je trouve ça ultra stratégique. Si en fait le but c'est de soumettre l'autre, hein, de le conduire à abandonner le combat à cause d'une douleur. On va pas se mentir. On peut se demander un peu c'est quoi ce sport, mais et du coup, je trouve que c'est très intéressant parce que dès qu'on ressent une douleur, etc., on pourrait se mettre en apnée, en gainage, on pourrait résister. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut accepter le poids de l'autre sur son corps. Il faut accepter de devoir bouger avec une contrainte. Donc, du coup, c'est très stratégique. Et en plus, on peut mettre en place des exercices de respiration assez simplement, malgré qu'on ait une contrainte sur soi. Donc, je trouve ça très stratégique, un peu comme des échecs. Et comment justement est faite la recherche pour trouver ces exercices, ces outils adaptés à chaque besoin? Alors, la recherche scientifique, du coup? Non, entre toi et la personne que tu accompagnes. Alors entre moi et la personne, c'est simplement, enfin, c'est simple, c'est simplement par du questionnement, mais ça a tout son intérêt, c'est-à-dire que je vais le questionner sur, ok, selon toi, qu'est-ce qui te conviendrait le mieux en fait pour faire face à cette situation? Ok, tu me dis ça, maintenant allons l'évaluer, allons le mettre en place sur le terrain. Ok, et après, moi, je peux compléter avec certaines connaissances, soit par mon expérience, soit par des connaissances que j'ai acquises au travers de la lecture ou d'autres professionnels de la préparation mentale. Dans la continuité là de ce qu'on vient de dire, c'est le petit moment conseil pour les auditeurs et les auditrices. En fonction de ce que tu vois, des demandes qui te parviennent de la part de pilotes de parapente, voilà, pour répondre aux besoins les plus répandus, est-ce que tu pourrais nous donner une boîte à outils d'exercices pour les pilotes qui sont pas forcément des compétiteurs ou des très grands pilotes à mettre en place pour être plus serein, améliorer son rapport à sa voile? Alors, je vais répondre très simplement. Mettez-vous à la méditation de pleine conscience. Vraiment, à la mindfulness. Pour quelle raison? En fait, c'est que c'est une pratique qui est simple, qui est assez large, qui n'a pas du tout une dominante spirituelle pour certains qui pourraient le penser. Certains moines bouddhistes considèrent que c'est l'entraînement de l'esprit. C'est une pratique qui est très centrée sur l'attention, et l'attention, on en a énormément besoin en parapente. Il y a une étude même belge qui a démontré qu'il y a des différences structurelles au niveau du cerveau entre quelqu'un qui ne pratique pas et quelqu'un qui pratique. Oh wow. Ouais, c'est assez incroyable. Et depuis tout à l'heure, on a mentionné plusieurs fois la recherche. Il y a une étude à ce sujet de Jean Fournier, je pense qu'elle date de 2004 ou 2005, tu l'as partagé avec moi tout à l'heure. La conclusion était que les entraîneurs des athlètes, etc., n'étaient pas équipés, n'avaient pas forcément le temps de travailler la préparation mentale avec leurs athlètes. Et l'étude préconise donc la voie de la formation et de cadrer, voire réglementer le domaine de la préparation mentale. Bon, on parlera tout à l'heure des entraîneurs, etc. Mais voilà, qu'en est-il réellement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment de la recherche qui est faite sur ce domaine? Voilà, quelles évolutions ont eu lieu depuis cette étude?
L'évolution, j'ai envie de dire, pas tant que ça, pas tant que ça dans la mise en place. Je pense que en tant que bon Français, on est toujours un step en arrière pour peut-être voir un peu ce qui se passe et comment le mettre en place d'une manière peut-être plus équilibrée et adaptée. Euh, Au niveau de la recherche, ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation mentale, elle s'appuie sur effectivement des recherches universitaires autour du STAPS et du sport, mais pas que. En fait, la préparation mentale, ça naît quand même de la psychologie. Hein. La psychologie, c'est quand même l'étude de la psyché, de l'esprit, de la cognition, de la pensée. Donc c'est pas du tout à la base la recherche sur ce qui va pas, ce qui va mal chez l'autre, etc. C'est comment on fonctionne en fait dans notre cerveau et mentalement. Il y a différents courants de psychologie et ben en fait moi personnellement je m'intéresse beaucoup à ces courants parce que par exemple on va trouver notamment la psychologie positive qui est peut-être l'un des derniers courants en psychologie qui s'intéresse aux choses qui fonctionnent et comment ça fonctionne quand ça fonctionne bien. Ouais. Et donc il y a un chercheur alors avec un nom imprononçable qui s'appelle Mihaly etc. Et du coup qui a fait une étude et qui a démontré un concept sur une théorie qui était le flow. Le flow, c'est cet état optimal qu'on peut rencontrer dans certaines situations où on est très concentré, on a une attention qui est focalisée, avec carrément une déformation du temps en fait, et où on se sent bien et où on se sent vraiment pleinement présent en fait. Je crois que s'il y a un mot qui a été mentionné à quasiment tous les épisodes de ce podcast, c'est bien le mot flow. Vraiment. Du coup, continuité de cette question, donc de cette étude, pardon, elle cite si l'amélioration de la performance n'est pas systématiquement démontrée en compétition, c'est que la performance dépend de multiples facteurs. Donc, quels sont ces autres facteurs dont dépend la performance, et notamment la performance sportive et en parapente qui nous réunit aujourd'hui, et où se situe la limite de ou tes limites ou les limites de ton exercice de préparateur mental? Alors oui, bien sûr, ça dépend pas que du mental, même si parfois quand je demande aux gens quelle est la part du mental en parapente, on va me répondre 90% presque. Donc ça a une forte prédominance sur le mental. Néanmoins, de ce que j'ai pu voir de mon expérience au pôle sport par exemple, c'est que ils font du sport, hein, ils font de la préparation physique pour par exemple pouvoir maintenir l'accélérateur pendant un certain temps parce que ça demande une certaine ressource dans les quadriceps, notamment les ischios. Après, ils ont la chance d'être suivis par exemple par un pôle médical avec médecin, kiné, psychologue. On va retrouver aussi tout ce qui est nutrition, sommeil, hydratation. Ça, c'est super important. Je dirais que c'est même la base de la base, en fait. Et par exemple, si je prends l'exemple de la nutrition et de l'hydratation sur un vol, même sur une compétition qui va durer que quelques heures ou un vol cross qui va durer beaucoup plus longtemps, eh bien, par exemple, on sait que le cerveau, quand il est dans un état de focalisation attentionnelle, il va consommer beaucoup de glucides. Donc, du coup, c'est important d'avoir un apport en glucides. Donc, c'est quand on a la chance de pouvoir avoir un nutritionniste ou une nutritionniste au pôle, c'est super important d'aller le consulter pour savoir justement quels sont les apports glucidiques que je dois avoir pour un vol d'une heure, 2 heures, à quel moment je dois prendre cet apport, comme on fait en trail, en triathlon, en cyclisme, tout ça. Et sur l'apport hydrique, c'est également super important de s'hydrater régulièrement et savoir aussi uriner en l'air. C'est aussi une preuve de relâchement et de détente. Donc ça, c'est... Ok, donc j'entends hygiène de vie, sommeil, nutrition, l'aspect physique aussi, donc la préparation physique. Benjamin, depuis tout à l'heure, on parle de la préparation mentale, mais avec un sens individuel. Mais dans ta définition, dans la définition de Fournier, et puis aussi dans la pratique, cela peut aussi être une démarche collective, je pense. Donc, par exemple, pour une équipe nationale, une équipe de ligue. Ouais, exactement. En fait, même dans Jean Fournier, il parle que de l'individuel. Ouais. C'est pour ça que j'avais rajouté collectif, parce que ça me trottait ce qu'on voit, ce qui se fait avec les équipes de rugby ou des sports co, on va dire.
Je pense que c'est pas forcément prédominant dans une équipe de ligue ou un pôle France ou un pôle espoir. Néanmoins, c'est quand même intéressant pour créer une dynamique de groupe, une cohésion, parce que quand on sait qu'on va aller s'entraîner ensemble, qu'on va partager du temps, des moments qui peuvent être très forts, et ben autant bien s'entendre. Et puis parfois il y a quelques classements en équipe à jouer. Ok. Et donc, ça, on en a parlé un petit peu en off et je trouve que c'est intéressant à mentionner. C'est dans quelle mesure est-ce que la préparation peut-elle aussi servir aux moniteurs, par exemple, pendant des stages aussi, par exemple, les stages INIT aussi, tu m'en avais parlé. Comment est-ce que ça peut se mettre en place et comment est-ce que les moniteurs peuvent s'initier à ça? Eh bien, pour le coup, pour en avoir parlé justement avec des moniteurs qui sont sensibilisés à la préparation mentale, alors pas forcément formés, mais sensibilisés tout du moins, ou qui ont vécu des expériences de coaching ou d'accompagnement en préparation mentale, je dirais que, par exemple, si on imagine un stage INIT, ça pourrait être dans un premier temps poser un cadre, comme on le fait en préparation mentale, c'est-à-dire on est avec des individus qui se connaissent pas, mais qui ont un but commun, c'est d'apprendre à voler. Donc du coup, ça serait de dire, ok, quelles sont vos valeurs, comment est-ce qu'on peut les rendre concrètes ces valeurs. Si le respect chez moi c'est d'être à l'heure, peut-être que chez toi ça sera d'avoir 5 minutes de retard. C'est pas un souci, mais au moins c'est de l'expliciter, c'est de le rendre clair, factuel, toutes ces valeurs. Ensuite, ça peut être du coup se dire ok, on est dans un partage et peut-être qu'il y a des informations comme si tu stresses sur ton premier grand vol, ne pas le partager, d'être bienveillant, de se dire si je vois qu'elle stresse, je vais essayer d'aller vers elle, etc. Donc expliciter tout ça, c'est important en fait pour créer une bonne dynamique de groupe. Ça c'est un peu la base. Et est-ce que tu as des ressources à suggérer peut-être aux moniteurs qui nous écouteraient pour s'initier un petit peu à la préparation mentale? Alors, je sais que maintenant, dans le DEGEPS, il y a un collègue en préparation mentale, il me semble que c'est Arnaud Séché, qui intervient aussi à l'équipe Aura, qui intervient du coup sur le DE. Aura, donc pour Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, exactement, Auvergne-Rhône-Alpes. Je sais pas exactement le contenu de ce qu'il fait. Mais déjà, je trouve ça super qu'on aborde la préparation mentale dans le cursus de formation des futurs moniteurs. Après, il existe plein d'open source, j'ai envie de dire des articles. Les articles, voilà, comme Jean Fournier, etc. C'est un peu la base. Il y a des articles aussi. Dans d'autres fédérations, ils sont un peu plus en avance. Par exemple, en rugby, ils ont créé carrément un pôle sur la préparation mentale et sur la santé mentale. Il y a des interviews, des vidéos, des conférences qu'on peut trouver sur YouTube et qui sont pour le coup assez intéressantes en fait. Benjamin, là c'est ton moment. Est-ce qu'il y a des croyances erronées ou des idées reçues que tu entends souvent sur la préparation mentale et que tu souhaites corriger une bonne fois pour toutes? J'ai pas vocation à vraiment tendre des coups ou des idées reçues. Non, j'ai juste envie de dire que oui, bien sûr, j'ai entendu la préparation mentale, ça sert à rien. J'ai envie de leur répondre, en fait, votre mental, il est au quotidien avec vous. Vous pouvez pas juste le laisser de côté. Comme aussi, ne pense à rien, ça n'existe pas. Le cerveau est fait pour penser. Et quand on pense à ne rien penser, on est déjà en train de penser à ne rien penser. Donc, Wow. donc ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Et j'ai envie de vous dire, si le mental est si important en parapente, n'hésitez pas à aller voir un préparateur mental. En fait, faites-vous votre propre expérience du sujet. On y reviendra un peu plus tard. Tu nous donneras des conseils pour choisir son préparateur mental. Mais avant ça, on va parler du pôle espoir. Donc, tu es préparateur mental au pôle espoir. D'ailleurs, j'ai reçu Vicky Chevalier et on a parlé de toi. Tu as été mentionnée lors de cet épisode. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as atterri au pôle espoir, sans mauvais jeu de mots, comment est-ce que tu as atterri au pôle espoir, comment est-ce que tu es devenu leur préparateur mental?
Eh bien, j'y suis allé un peu au culot. En fait, j'étais sur ma première formation en préparation mentale. Et alors, ce qui est bien dans ce genre de formation, c'est que quand on se forme typiquement universitaire ou dans l'école où j'étais, on nous demande d'avoir un suivi, enfin des suivis à côté. C'est une immersion directe dans le bain. Et du coup, j'avais eu la chance de faire un stage pré-compétition avec Jean-Paul Cousinet et Renaud François, qui étaient des anciens entraîneurs intervenant au Pôle Espoir. Et du coup, je leur ai demandé s'ils seraient intéressés ou si le Pôle Espoir était intéressé. Et c'était à l'époque où il y avait une transition avec Julien Garcia et Esteban Bourroufies. Et ils étaient super fanas, donc j'ai dit, allez, on y va, c'est parti. Et donc, en quoi consiste ton rôle exactement? Enfin, tu les vois à quelle fréquence? Quel type de travail est-ce que vous faites ensemble? Alors les jeunes, je les vois sur l'ensemble de la saison. C'est eux qui sont un peu maîtres du temps, selon leur emploi du temps, etc. L'accompagnement que je leur propose, il est sur quand même trois dominantes, parce qu'on parle d'une approche holistique. C'était la dominante, bien entendu, sportive, hein, parce qu'ils sont là pour ça. Ça peut être aussi scolaire, parce que typiquement la mémorisation, la méthodologie, se fixer des objectifs, être motivé pour sa scolarité, c'est aussi important. Sachant que c'est très important au pôle espoir, la scolarité, comme l'avait mentionné Vicky. Et le dernier, c'est que le pôle espoir, c'est qu'une étape dans leur vie de ado, pré-adulte, enfin de jeunes adultes, quoi. Donc du coup, c'est définir ce qu'ils ont envie de faire et qui ils ont envie d'être plus tard aussi. Voilà. Et de par leur âge et leur profil spécifique, hein, des pilotes doués à un jeune âge, est-ce que c'est un public particulier à accompagner? C'est des jeunes adultes ou des ados, donc effectivement, il y a une certaine posture à avoir vis-à-vis de eux qui est différente vis-à-vis d'un adulte ou même d'un enfant, parce que j'ai des collègues qui travaillent avec des enfants. Donc oui, effectivement, ouais, c'est assez différent. La chance qu'on a au Pôle Sport, c'est quand même on a des jeunes qui sont investis dans leur pratique, qui sont matures pour leur âge. Et du coup, on peut aborder des sujets très différents et ils l'intègrent assez rapidement. C'est assez surprenant à quel point ils peuvent se saisir des sujets et s'y intéresser par eux-mêmes en fait. Ouais, ils font preuve de maturité. Enfin, en tout cas, on l'a bien constaté avec Vicky. Benjamin, est-ce que tu as été toi-même coaché à un moment ou un autre de ta vie, enfin plutôt accompagné en préparation mentale à un moment dans ta vie? Non, je n'ai pas été accompagné. Okay. Non, j'ai pas été accompagné pour le timing, l'agenda, etc. Mais à l'heure actuelle, je vais bientôt demander à être accompagné en préparation mentale pour préparer des objectifs de compétition notamment. Ok. Voilà, parce que il y a quelque chose que je me suis toujours imposé, c'est de vivre les exercices que je propose. Donc je me suis déjà pas mal servi de choses que j'avais pu proposer ou même lire, voir, entendre parler. Je voulais tester ça sur le terrain concrètement. Donc j'ai comme une bonne base, on va dire. Mais là, ça m'intéresse d'y ajouter vraiment un point de vue extérieur pour justement être deux cerveaux à réfléchir un peu à la même thématique et de voir un angle de vue différent pour encore à m'améliorer et me dépasser. Très bien, très claire la réponse, merci. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes touchantes que tu as eues avec des personnes que tu as accompagnées? C'est un petit peu le moment émotion de l'épisode. J'ai longtemps réfléchi. Il y en a, il y a plein de situations parce que il y a quand même un certain lien qui se crée. Donc forcément, j'ai eu un pilote qui était vraiment très bloqué, on va dire, à un moment dans sa progression, notamment vis-à-vis d'un autre pilote. Et du coup, il en prenait même plus de plaisir à sa pratique. Et à l'heure actuelle,
je le suis encore un peu sur les réseaux, on échange un petit peu et je vois que, enfin, à la fin et tout, il était super content d'avoir retrouvé cette notion rien que de plaisir dans ses vols. Et ça, c'était super touchant. Il y a même ses parents qui sont venus me voir pour me dire c'est trop bien, ça fait vraiment du bien de le revoir comme ça et tout ça. Donc ça, c'était vraiment très touchant. Et il y en a d'autres exemples un peu comme ça. Est-ce que tu as rencontré des cas de personnes pour qui la préparation mentale n'a pas donné de résultats concluants, qui n'a pas permis d'atteindre l'objectif que vous étiez fixé? Il y a déjà une partie de la réponse que tu as donnée tout à l'heure, c'est par rapport aux personnes qui ont une pathologie, donc là ça dépasse les limites de ton exercice. Mais voilà, même en ayant une bonne foi et un investissement dans ce travail, il y a des personnes pour lesquelles ça n'a pas donné de résultats concluants. Là, de souvenir, j'ai envie de te dire que non. Pour la simple et bonne raison que peut-être parfois c'est pas assez pertinent pour eux, mais il y a des résultats qui sont quand même là. J'avais par exemple un pilote qui me dit on a mis ce qu'on appelle une technique de switch et d'ancrage en place, et qui me dit oui mais bon c'est pas assez efficace machin. Mais je lui ai dit combien de temps est-ce que tu as réussi à maintenir ça? Oh bah quelques minutes. Mais comparé de là où il partait, c'était déjà super bien d'avoir mis ça en place. Et donc en fait, on a basculé sur le travail du maintien, par exemple, de cette compétence. Donc des pilotes, après, ça peut faire peut-être très mise en avant, comme quoi mon travail je le fais super bien et je suis le meilleur, et pas du tout. Je me considère pas comme ça. Je me remets beaucoup en question dans mon travail. C'est très important, je pense, en tant que préparateur ou préparatrice mentale. Mais néanmoins, j'ai jamais eu un pilote qui est reparti en disant ça m'a servi à rien, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. C'est pas, j'ai jamais rencontré cette situation encore. Je touche du bois. Alors peut-être 2 dernières questions encore sur la préparation mentale qui sont assez pragmatiques pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'un bon objectif? Comment est-ce qu'on se fixe un bon objectif? Là, on est déjà un peu en consultation. Exactement, oui. Mais c'est tout le but, parce que derrière, la personne, si elle se ressaisit de ça, elle s'en resserre, en fait, ça va lui simplifier la vie, parce que selon différentes théories, il y en a une qui est assez fondamentale dedans, c'est la théorie de Locke et Latham en 86 ou 90, les années 90, et qui a été un peu repris après par le développement personnel avec les objectifs SMART, Smarter, Smarties, il y a les objectifs malins, super, enfin bref, c'est plein de méthodologies pour se fixer un objectif. Mais les critères qui sont assez importants, c'est que ça soit un objectif qui soit bien clair, qui soit bien défini, qui soit spécifique quelque part, qui dépende essentiellement que de la personne, qui soit stimulant. Alors ça peut être peut-être quelque chose de difficile, mais qui est atteignable. Ça, c'est très important, le fait que ça soit stimulant, qu'il soit temporel, que ça soit imposé dans le temps, que ce soit défini dans un certain temps, avec une date. Ça fait référence à des lois plutôt industrielles, de management, etc. De souvenir, c'est la loi de Laborie, il me semble. Donc voilà, quand on sait que plus on accorde de temps à une tâche, plus on mettra de temps à faire cette tâche. En fait, là, de la fixer dans le temps, en fait, on va fournir des efforts pour y arriver. Ces différents éléments-là, et en fait, quand on les sait, on a certes des méthodologies, des protocoles. Il y en a d'autres qui existent, comme des objectifs de résultats, de performance, de maîtrise et de moyens. Par exemple, c'est une autre façon de se fixer des objectifs que moi j'utilise en fonction aussi de la personne, avec la méthodologie qui lui convient le plus, en fait. Et typiquement, un pilote qui fait niveau intermédiaire, qui veut faire du cross, l'objectif, peut-être il va venir voir, il va dire moi je veux vraiment améliorer mon cross, je veux devenir plus fort en cross. Mais en fait, cet objectif, il est louable, il n'y a pas de souci, on l'entend. Mais en préparation mentale, derrière, c'est si je lui pose la même question, ou si je lui dis ton objectif demain, c'est d'être plus fort en cross, quand il sera au déco, il ne saura pas quoi faire. Ouais. Alors du coup, l'objectif, c'est qu'est-ce que c'est pour toi être plus fort?
je vais le questionner là-dessus, afin que ça devienne quelque chose de vraiment spécifique et concret. C'est-à-dire que quand il sera sur un déco prêt pour son cross, eh ben, il connaîtra les actions à mettre en place concrètement. Donc typiquement, s'il me dit, bah ok, moi je veux réaliser 50 km de distance, d'accord, très bien, bah, comment est-ce que tu vas faire pour réaliser cet objectif on appellera peut-être un objectif de résultat? Bah, je vais mettre en place des objectifs de maîtrise, donc bah, savoir me concentrer dans un thermique, sur mes sensations, améliorer mes connaissances sur le thermique, sur par exemple les collecteurs, les déclencheurs, pour trouver des sources, pour comprendre du coup si l'eau valise, savoir recentrer au vent, etc. Toutes ces stratégies qui sont factuelles en fait. Savoir quelle transition choisir, comment est-ce que je transite, est-ce que j'accélère, est-ce que je relâche le barreau, etc. Et du coup, cet enchaînement, comment après je maintiens mon attention, ma concentration pendant ce vol. Voilà, c'est des objectifs de maîtrise. Et puis après, on peut même pousser sur des objectifs de moyens. Par exemple, quelle voiture je vais mettre en place au déco, quelle voiture pour la récup, etc. Pour justement se libérer une charge mentale. Parce que parfois, on n'a pas forcément envie de poser à l'autre bout du monde et pas savoir comment on rentre. Écoutez, là, vous avez plein d'exemples d'objectifs pour évoluer. Une dernière question pratique, Benjamin. Si parmi les auditeurs et les auditrices, il y en a qui veulent se faire accompagner par un ou une préparatrice mentale, comment choisir vers qui se tourner? Quels sont les critères à prendre en compte? Au travers de cet épisode, je pense que vous avez déjà eu quelques réponses, mais si je devais vous aider là-dedans, je vous dirais déjà regarder son parcours de formation. Je dirais aussi renseignez-vous, bouche à oreille, c'est quand même un des gros facteurs à l'heure actuelle. Et puis je pense qu'il y a une question aussi de essayer de faire un premier rendez-vous pour voir si ce lien se crée pendant ce rendez-vous et que vous êtes prêt à faire confiance à cette personne pour vous aider dans l'accomplissement de vos objectifs. Et la dominante, je dirais vraiment une éthique. Il faut que la personne, le préparateur mental, ait une éthique et qu'il soit, dans cette éthique, il y a une valeur, que ça soit l'autonomie. Ça, c'est ce qui différencie un préparateur mental d'un gourou. c'est malheureusement ce qu'on a pu rencontrer, par exemple, aux États-Unis pendant certaines années du développement personnel. À quel moment est-ce que le travail de la préparation mentale s'arrête ? C'est une excellente question que le préparateur mental doit se poser et que la personne doit se poser. Ouais. Alors, je dirais que l'accompagnement s'arrête, mais que la préparation mentale continue. Ouais. Ok. Ok, très bien. Eh bien, écoute, maintenant, on va revenir un peu plus vers toi. Donc, tu as fait 2 fois la traversée des Pyrénées en marche et vol. Ensuite, tu as refait la traversée une 2e fois avec ton ami Anthony Yasser. Cette fois, j'y suis arrivée. Cette fois, dans l'autre sens, donc de l'Atlantique vers la Méditerranée. Qu'est-ce qui t'a motivé à retenter l'expérience une 2e fois ? Parce que nos Pyrénées, elles sont magnifiques. Non, déplaise aux Alpes, je suis désolé. Non, c'est vraiment des massifs très très beaux. En fait, quand j'ai fini ma première traversée, je me suis dit, ok, j'ai envie de repartir, mais voir les versants espagnols de l'autre côté. Okay. Et c'est vrai que j'en avais toujours entendu parler qu'en Espagne, ça volait beaucoup mieux. Donc du coup, quand Anthony m'en a parlé, et du coup j'ai dit ok, je saute sur l'occasion de partir avec toi et c'est parti, on y va ensemble. Et d'ailleurs, vous en avez fait un film qui s'appelle Contre vent et sommet, un film qu'on peut trouver en ligne, notamment sur YouTube pour le visionner. Vous avez fait ce film pour donner de la visibilité à une association qui s'appelle Chrysalide. Donc c'est une association de soutien aux enfants et aux jeunes en situation de handicap et leurs familles. Donc vous pouvez les soutenir et aller regarder ce qu'ils font sur leur site association-chrysalide.com. Benjamin, est-ce que j'imagine qu'il y a plein de pilotes qui viennent te demander des conseils pour cette traversée. On a beaucoup parlé de vol bivouac dans ce podcast. Là, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent tenter cette traversée, mais du coup des conseils spécifiques justement aux Pyrénées ?
Oui, bien entendu. Je suis assez effectivement sollicité Ouais. de temps en temps par des pilotes qui le font et puis du coup je m'amuse à les suivre et tout, à leur donner quelques conseils pendant. Euh, déjà, préparez-vous à marcher. N'en déplaise, je suis désolé, mais les Pyrénées, ça peut être un peu plus compliqué que les Alpes. Vous pouvez très bien le voir sur notre film. Notre stratégie, c'était de bourriner sur le Pays Basque pour en sortir rapidement parce que les vols de distance sont quand même plus rares au Pays Basque que dans la partie centrale des Pyrénées. Donc du coup, le fait de rejoindre l'Espagne, en plus on est au sud d'un massif, donc du coup on a des meilleures conditions de vol. Donc ça c'est un peu la stratégie. Et puis si vous regardez la X-Pyr, c'est ce que les pilotes ils font aussi. Donc voilà, première chose, c'est rejoindre l'Espagne le plus rapidement possible. Deuxième chose, c'est ne pas partir trop tôt ou trop tard, parce que même si on n'a pas forcément de neige comme dans les Alpes, on a souvent des épisodes pluvieux qui durent assez longtemps. Effectivement, le massif des Pyrénées, il est entre l'Atlantique et la Méditerranée, donc ça fait beaucoup d'humidité. Donc vous pouvez retrouver des semaines de pluie et c'est pas très cool de marcher sous la pluie pendant une semaine. Et la dernière chose, je dirais, du coup, sur la partie météo, c'est ne pas partir trop tard parce qu'après, soit on est dans la stabilité, soit on est dans les orages qui nous bloquent les créneaux de vol parfois assez tôt sur les hauts sommets. Merci beaucoup pour ces conseils. Une dernière question avant de passer au croc qui annonce la fin de cet épisode. Pourquoi est-ce que tu fais du parapente, Benjamin ? C'est une excellente question. Je dirais avant tout pour la liberté. Comme le dit très bien la FFVL, c'est du vol libre. Et ça donne du sens en fait à ce qu'on fait, à ce qu'on a envie de vivre. D'être libre, c'est, je trouve, super important à l'heure actuelle. Et d'autant plus que on retrouve plein d'autres pilotes qui ont ce même désir. Donc du coup, ça donne du partage. Et je crois qu'il y a une citation qui dit que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Donc je pense que ça prend tout son sens dans notre pratique. Bien, écoute, je pense qu'on est plein de pilotes à partager cette quête de liberté. On passe au croc. Je ne vais pas mettre 2 minuteurs. On va essayer quand même de faire toutes les questions. Mais l'objectif est donc de répondre par oui, non ou une réponse vraiment courte et d'aller le plus vite possible. On commence. Quelle est ton aile préférée ? La Zeolite. Ok. Le vol que tu as le plus kiffé de ta vie ? Très dur d'y répondre. J'hésite entre un vol sur la traversée des Pyrénées et un 200 km avec des jeunes du pôle. Oh wow. Ton site de vol préféré et pourquoi ? Tic-tac, tic-tac. J'hésite entre le lac de Serponçon et Casteron-des-Sauces. Magique parce qu'on est très rapidement sur l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées. Okay, wow. Le ou la pilote qui t'a le plus inspiré ? Antoine Girard. Oh. Une ressource, donc un podcast, un livre, une musique, etc., qui t'a aidé dans ta vie de pilote. J'ai décroché. Eh ben merci. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi sur Paris. Le vol que tu rêves de faire ? Un vol le plus long possible dans les Alpes pour traverser tous les massifs. Un objectif ultime de parapente ? Pakistan. Oh wow. Voler au lever ou au coucher du soleil ? Coucher du soleil. Voler seul ou avec les copains ? Avec du monde, avec les copains. Ah, voler avec des copains ou avec ta chérie ? Désolé les copains, c'est la chérie. Voler, faire des vols sous ta voile mono ou en biplace ? Difficile à répondre. C'est trop difficile d'y répondre. Ok, ensemble, l'âme de partage qui lutte. Ouais, exactement. Vol en montagne, en plaine ou en bord de mer ? En montagne. Ok, et les Pyrénées, j'imagine. Ouais, les Pyrénées ou les Alpes du Sud. Hein. Ok. Le pays où tu rêves de voler ? Ouais,
le Pakistan, enfin l'Himalaya en général. Ok. J'ai déjà volé au Népal, mais ouais, la chaîne himalayenne. Ok, avec un objectif d'altitude? Ah, je crois que j'avais déjà dit ça à Antoine une fois. As-tu, et si oui, lequel, un objet fétiche sans lequel tu ne voles jamais? Non, j'en ai pas. Un rituel avant de décoller? Et bah justement, en préparation mentale, on parle de rituel et de routine, mais on préfère la routine parce que les rituels, ça a un ordre plutôt spirituel, etc. Et que si ça marche pas, bah, on se retrouve sans rien. Alors qu'une routine, c'est quelque chose qu'on construit, ça permet de mettre toutes les chances de son côté, mais que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va quand même réussir. Donc oui, j'ai une routine. Laquelle? Laquelle, c'est selon le type de vol que je vais faire, c'est utiliser la visualisation, le dialogue interne, petite respiration, partage, c'est parti. Est-ce que tu voles pour la sensation ou pour la contemplation? Excellente question. Je dirais que un peu des deux. Je dirais que la contemplation amène certaines sensations qui peuvent être très agréables, mais que les sensations dans un thermique sont tout aussi contemplatives. Très philosophe. Le moment. Est-ce que tu t'es déjà fait peur en parapente? J'aurais tendance à dire non. Très peur, non, mais peur, oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de ressentir de la peur. Ça serait complètement mentir de dire que je ressens pas de peur en parapente. En tant que préparateur mental, je peux pas le dire. Et pour finir, quel est ton meilleur souvenir de parapente? Ouais, c'est difficile à répondre, mais je pense que j'hésite entre plein de choses. Le poser à la plage avec Anthony, un vol en biplace avec ma chérie, un vol solo avec ma chérie, un quadriplace. Ok, waouh. Avec les enfants. Ok, très bien. Et bah écoute, merci beaucoup Benjamin pour toutes tes réponses, pour ton sourire depuis le début. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous avez aussi appris autant de choses que moi. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer cet épisode? J'ai envie de dire gardez votre mental avec vous et fly safe surtout. Et bah merci beaucoup. Je vous souhaite de très bons vols et je vous dis au prochain épisode.